Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Bédard qui nous ouvre la route aujourd'hui. Mathieu est le cofondateur et désormais CEO de Camden Publicité. Plongé dans l'univers entrepreneurial dès 22 ans avec la création d'un studio de design à Montréal, Mathieu va alors se frotter au monde de la publicité. C'est une collaboration particulière avec une agence au sein de laquelle il rencontre son associé et compagne qui sera déterminante. En 2012, il rachète cette agence et lancera sa marque en 2015. Camden sera dès lors l'étendard de toutes ces agences dans le monde. Cette vision lui a permis de se développer sur plusieurs continents avec des bureaux à Montréal, Toronto en 2017, Lyon en 2018, Hong Kong en 2020, Paris en 2024. Aujourd'hui, ce sont plus de 80 collaborateurs dans le monde pour plus de 10 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires. Les perspectives sont nombreuses. Le Brésil, le Moyen-Orient, l'Angleterre, l'Océanie sont en ligne de mire de cet infatigable globe-trotteur, rassembleur, fédérateur d'énergie, de créativité et de sens. Camden est pensé et structuré pour ne faire qu'un, partout dans le monde. One dream, one team, one brand. C'est sans doute ce mantra et cette intelligence collective qui confèrent à Camden son agilité, sa maîtrise des nouvelles technologies, sa pensée rebelle et sa science des différents marchés, lui permettant de challenger les plus grands. Au-delà de sa vision d'avenir, Mathieu veille surtout à transmettre ses valeurs qu'il nous partage aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pas de géant. Bonjour Mathieu. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer, vous prêter au jeu de ce Pas de géant. Alors on va tout de suite dire à nos auditeurs que nous sommes en France, même si je vous ai présenté dans un premier temps en expliquant l'entrepreneur d'origine, les Canadiens que vous êtes, nous sommes bien en France. Alors peut-être qu'on peut commencer tout de suite par une petite présentation. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de vous pour vous présenter aux auditeurs ? Moi, je suis un créatif à la base qui a toujours oscillé entre l'image et les mots. D'ailleurs, c'est drôle parce que la première agence où j'ai travaillé, toute petite agence, s'appelait Images et mots. Donc, c'était assez drôle. Je viens d'y penser, en fait, j'y avais pas repensé depuis longtemps. Et j'ai étudié brièvement en typographie, en lettres, et ensuite parcours autodidacte jusqu'à une formation universitaire en marketing qui était plus ou moins intéressante, publicité marketing, un peu plus tard dans ma carrière. À la base, designer graphique, ensuite directeur artistique, directeur de création, fondateur de l'agence, cofondateur de l'agence Camden, qui est le projet de ma vie. Intention de bâtir un groupe boutique international qui vient challenger les gros avec beaucoup d'agilité, de créativité, de lucidité, de pragmatisme et d'audace. Et j'adore me retrouver en France ici. La journée est magnifique, en quai de Saône comme ça. Et je tiens à vous remercier, Nathalie, pour l'occasion de partager, que vous m'offrez de partager mon profil. Puis, Merci à vous, merci. C'est vous qui nous faites ce plaisir-là. Vous venez d'évoquer le fait que vous étiez cofondateur. Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seul donc? Non. Camden, c'est Marie-Michel Jacques, qui est à la fois mon associé, une collègue de très longue date et mon amoureuse depuis une dizaine d'années. Et on est un peu le yin et le yang, dans le sens où c'est bien beau avoir des idées, mais si on n'est pas capable de les concrétiser, de faire arriver les choses, les idées restent des idées. Marie-Michel a toujours réussi par des moyens dont je n'ai pas toujours compris, a réussi à faire arriver les choses puis à développer notre projet. Donc, c'est magnifique. Ça a du sens, le fait de travailler en famille comme ça, c'est plus simple pour vous? Au-delà des compétences de votre épouse? C'est simple quand ça va bien. C'est simple quand ça va bien. Quand ça va bien, on est sur un nuage. On voyage, on découvre des cultures, on vit des expériences avec des gens sur différents continents, des gens qu'on apprécie, on développe des amitiés, tout ça. Par contre, quand ça va plus mal, c'est là qu'il faut se donner des règles parce que c'est facile de traîner l'amorosité ou les problèmes à la maison. Puis que ça soit une source de division dans le couple et dans la famille aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, on s'est donné des règles. On n'est pas parfait, mais on essaie de s'y tenir. Vous venez d'évoquer, je l'ai dit dans la présentation, vous êtes donc à la tête d'un groupe qui travaille sur plusieurs continents. Et vous venez d'évoquer ces voyages. Vous apprenez quoi de tout ça,
d'abord peut-être des cultures, enfin je sais pas, il y a plein de choses à dire. Moi, en fait, on part toujours de l'émetteur et du récepteur, entre les cultures, entre les clients et nos bureaux, nos professionnels, nos experts. Je dirais que ça revient toujours à avoir l'humilité de l'écoute, de rien prendre pour acquis, d'écouter les problèmes de nos clients, de comprendre les problèmes de nos clients, de comprendre les problèmes de nos différents bureaux, puis d'essayer de les résoudre avec nos gens. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y a à la fois un truc qui nous unit tous, en fait, une agence à Hong Kong, une agence en France, au Canada, ça vit essentiellement les mêmes enjeux. C'est difficile, il y a le BizDev, il y a la gestion des ressources humaines, on travaille avec des créatifs, avec des personnalités. Donc, je dirais que les problèmes se ressemblent, les cultures sont différentes, oui, mais je vous dirais souvent beaucoup moins que ce qu'on le croirait. Et c'est ça qui nous a un peu surpris. Si je parle de l'Asie, on parle toujours de l'Asie comme d'une boîte noire un peu étrange. L'Asie, c'est très diversifié, mais je dirais que nous, on a réussi à faire des trucs à Hong Kong, en Chine continentale et un peu ailleurs en Asie du Sud-Est, avec des gens avec qui on s'entend super bien. Moi, j'ai un partenaire à Beijing avec qui je parle comme je parlerais à un collaborateur à Montréal ou à Paris. Donc, non, c'est pas si différent que ça. Il y a des codes à connaître, mais au-delà de ça, c'est pas si complexe. Les problèmes sont les mêmes pour les gens de partout dans le monde, on va dire. Alors, au-delà du business, mais même, j'allais dire, quand on est dans la prestation de service comme vous l'êtes, on se rend compte qu'il y a une dimension humaine énorme hein, dans l'accompagnement qu'on peut faire auprès des clients. Je parle bien des clients. Et vous avez le sentiment qu'en fait, les gens sont les mêmes partout? Oui. Cette humanité-là, je crois qu'avec la globalisation, il y a une forme de nivellement culturel, puis honnêtement, c'est peut-être pas bien que ce soit ça, mais c'est une réalité. D'accord. Il y a une hégémonie culturelle qui s'installe, et ce qu'on voit, c'est souvent les mêmes problèmes Nous, on travaille souvent au début avec des petits studios, des associés qui font tout, hein? Ils font les RH, l'administration, la gestion de projet, parfois la création. Et en bout de ligne, ils ont cette sensation d'être des pieuvres, d'avoir tout sur les épaules, de tout faire, mais de jamais rien vraiment faire bien. Et nous, on les aide, on les structure et on essaie d'aider les gens à se réaliser sur leur talent et d'exercer leur talent, puis ce qu'ils aiment le plus. Puis à briser ce plafond de verre-là qui est franchement le même problème que toutes les petites agences vivent un peu partout. Tous ces voyages que vous faites, que vous venez d'évoquer, ça m'évoque quelque chose sur lequel j'avais envie de vous interroger. Je vous suis depuis quelque temps et j'ai vu que vous aviez, au cours de cette carrière menée tambour battant, décidé à un moment donné de faire une pause. C'était un besoin, vous l'avez vécu comment? Oui, c'était une accumulation. La pandémie, pour nous, ça n'a pas été si compliqué. Les équipes ont travaillé à distance. On a réussi à gagner du boulot, souvent sur des comptes de nature sociale qu'on n'aurait pas eu autrement s'il n'y avait pas eu la pandémie. On ne peut pas dire que ça a été si compliqué. Ici, en France, on a gagné des comptes en pleine pandémie. Mais c'est après la pandémie. Après la pandémie, il y a une nouvelle réalité du travail qui s'est installée. Il y a une forme de morosité qui s'est installée dans les contextes sociaux, politiques, économiques. Et j'avais accumulé une fatigue, une usure, une fatigue. Et j'avais l'impression que je passais mon temps à jouer au psy, à concerter les uns avec les autres, à gérer les égos à gauche, à droite, à gérer les personnalités parfois moins compatibles. Et ça me mettait mal à l'aise, ça me fatiguait, et je me sentais impuissant à y arriver de la bonne manière. Je ne savais plus comment le prendre. Et là, j'ai dit, je vais prendre un peu de temps pour moi, pour me retrouver, pour retrouver, comme vous dites ici, retrouver la gnaque, trouver cette espèce d'énergie. Les Anglais disent le grit, cette espèce
c'est pas une rage, mais une passion et une ligne. J'avais perdu mes orientations. Donc, ça fait du bien. Je l'ai fait quelques temps, pas si longtemps. Je suis parti 6 semaines. Ensuite, j'ai travaillé moins intensivement pendant peut-être 5-6 mois. Puis là, depuis, je suis revenu à fond. Ça va. Comme je dis avant, ma coupe était, en tout temps, était le tiers pleine avant cet épisode-là. Après ça, je dirais qu'elle est 3/4 pleine. Je ne peux pas en prendre autant aujourd'hui que j'en prenais avant. Donc, ça force à reconnaître, ça me force à reconnaître mes limites, à être conscient de ce qui se passe, puis à vivre davantage dans le moment présent. Alors oui, les apprentissages que vous en tirez, c'est OK, je l'entends. Est-ce que c'était une perte de sens pour vous à ce moment-là? Ou c'était surtout, j'ai pas fait tout ça pour ça, quoi? Oh oui, c'est une perte de sens. Non, c'était plus une perte de sens. En fait, j'ai perdu l'envie. À un certain moment, j'avais envie de tout abandonner, de laisser l'agence à Marie-Michel, puis de faire mes trucs de mon côté. J'avais plus l'envie. J'avais plus l'envie d'avancer. Mais bon, c'est revenu. C'est revenu tranquillement. C'est simplement prise de recul, repos? Oui. Et d'accord, OK. Ouais. Je vous dirais, j'étais privilégié. J'ai passé plusieurs semaines en Écosse. Ensuite en Allemagne avec un de mes grands amis d'enfance. Puis j'ai même célébré mon anniversaire seul à Valence, en Espagne, après avoir couru un 10 km avec un verre de sangria. J'ai passé du temps avec moi, avec mes proches. Puis j'ai juste pris le temps de retrouver ce qui faisait que j'étais malheureux, identifier les problèmes, puis tranquillement échafauder des pistes d'action pour retrouver le plaisir. C'est ce que j'ai fait. Et ce petit bout de chemin, il vous a appris quoi de vous? Il m'a appris que j'aime les gens, mais aimer les gens, c'est aussi très difficile quand on est dans une entreprise de service et qu'on doit constamment vivre des deuils de gens qui arrivent et de gens qui partent. Il n'y a pas une agence dont le taux de roulement est à 0. La vie s'accélère. On a des associés qu'on apprécie, comme des membres de notre famille, qu'on doit laisser aller ou qui quittent. C'est difficile de vivre tout ça. Puis ce que je réalisais, en fait, c'est que j'étais peut-être un peu trop sensible et qu'il fallait que je me fasse un peu une carapace et que j'accepte l'impermanence des choses. Que j'arrête de me fixer sur des scénarios idéalisés, puis j'accepte la réalité, puis que je l'embrasse en fait. C'est ça, accueillir l'impermanence, comme vous dites. Cette dimension affective, sensible, vous venez de dire, c'est ce qui vous caractérise et ça peut être aussi un atout dans la vie. Ok, on se protège un peu, là j'entends, mais est-ce que je deviens un vrai dur et business first? Certaines personnes pensent de moi que je suis dur et sans cœur. On n'est jamais perçu par tout le monde de la même manière. Moi, je sais que, mon père est bipolaire. J'ai un peu le syndrome du père manquant, je le sais depuis longtemps. J'ai souvent tourné à vide pour plaire à un père imaginaire. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ce père-là n'existait pas, mais j'ai quand même gardé la mécanique. La mécanique de tout le temps tout donner, la mécanique de mettre la barre très haute. Pas l'ambition par cupidité, l'ambition pour la fierté de réaliser des choses. De faire... Mériter peut-être aussi. Oui, puis peut-être aussi, oui. Mériter peut-être cette affection ou cette attention que j'ai pas eue. Mais j'en suis conscient par contre. Là. Il y a des gens qui le font sans en être conscients. Moi, j'en suis conscient. Je laisse pas ce sentiment-là me dominer, mais je n'essaie pas de le combattre non plus. Il y a un dosage, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Je reviens sur le petit bout de chemin que j'évoquais. Donc on a parlé de cette sensibilité sur laquelle il fallait
enfin, travailler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, à laquelle il faut être attentif pour peut-être vous protéger déjà, ne pas souffrir de cette impermanence. D'autres prises de conscience à ce moment-là? Oui, vieillir. Vieillir, oui, c'est... Dans mon cas, Quel âge avez-vous, Mathieu? j'ai 54 ans. J'en ai 28 dans ma tête. Vieillir en soi, moi, ça ne m'effraie pas. Je me sens bien dans ma peau. Je cours. Je profite de la vie. J'ai pas d'enjeu de santé. T'es chanceux. C'est le regard des autres. Le regard des autres change dans la cinquantaine. Puis, dans une industrie où on peine à admettre haut et fort que l'agisme est très présent, apprendre à vieillir dans le regard des autres, à trouver le bon rôle, à ne plus vouloir être peut-être toujours cette force créative d'avant-garde en avant du train, laisser aller les autres un peu plus, les plus jeunes, puis trouver sa place, puis se sentir bien là-dedans, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a occupé à peu près tout l'espace pendant une vingtaine d'années. Donc on apprend ça tranquillement. Et c'est drôle parce que lorsque j'ai débuté ma carrière, mon mentor vivait ce que je vis aujourd'hui. Et je l'ai pas mal poussé à l'époque. Et j'en ai pris de la place. Et lui, je le voyais un peu souffrir parfois, mais je n'avais pas la sensibilité de le considérer. Puis aujourd'hui, je réalise beaucoup de choses. Puis j'essaie de transmettre aux jeunes aussi cette conscience-là, que la vie passe vite, qu'eux, dans une quinzaine d'années, ils vont être dans ma peau, et qu'ils commencent déjà à y penser. Et qu'ils en soient conscients, puis qu'on trouve ensemble une bonne place pour les uns et les autres, pour bien collaborer ensemble. Puis, mais pour moi, c'est un combat de tous les instants. C'est particulièrement là, à l'approche, je ne sais pas pourquoi, le chiffre 55 m'a fait plus peur que le chiffre 50. Chez nous, on a un truc d'assurance vie qui s'appelle Liberté 55. Là, c'est genre ta vie est terminée à 55 ans, tu prends ta retraite et c'est tout. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été comme ça pendant une vingtaine d'années, les grosses campagnes à la télé au Québec. Liberté 55. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis déjà rendu là. Donc, on essaie de penser à autre chose, puis justement de se mettre dans l'action au présent. C'est ça qui aide. Ça, c'est peut-être une caractéristique de l'univers dans lequel vous évoluez aussi, ce monde de la publicité, de la communication, de la création, on va dire, au sens large. Je ne suis pas sûre que dans l'industrie, dans la métallurgie, on se pose la question au contraire d'ailleurs, on se pose la question de l'ancien et de sa compétence est plutôt valorisée. Ouais. Ce qui tendrait à dire que dans votre univers, c'est plus compliqué de vieillir, c'est ça? Oui, c'est plus compliqué. On associe dans nos sociétés la puissance de la créativité à la jeunesse. À la jeunesse? Oui, il y a même, à l'époque, un des associés d'une des plus grandes agences au Canada, que je ne nommerai pas, qui avait dit en pleine télé nationale, en entrevue, que passé 28-30 ans, un créa, ça n'a plus sa place en agence. Il est déjà trop tard. Comme si cette espèce de geste originel de création dans l'état, c'est à la fois la naïveté et le geste créatif brut était tout ce qui comptait. Alors qu'on peut très très bien avoir ce geste très longtemps. Puis moi, personnellement, les campagnes que j'ai réalisées, dont je suis le plus fier, je les ai réalisées dans la quarantaine et même à la fin de la quarantaine. Donc, c'est absolument faux, mais ça reste ancré dans notre industrie. De fait, au-delà de vos fonctions et de ce que vous faites en tant que CEO du groupe, de fait, la transmission, j'entends que donc, vos équipes sont plus jeunes, toutes, que vous. Y a un vrai rôle de transmission pour vous? Oui. Et c'est là que je retrouve du sens beaucoup. À discuter avec les plus jeunes, à partager mon expérience, à leur démontrer que ce qu'ils vivent, je l'ai vécu aussi. Je les comprends vraiment, plus qu'ils ne le croient, ils et elles. Et qu'ensemble, on peut vraiment s'aider. Et pour moi, ça, c'est une source de fierté. J'ai 2 associés principaux à Montréal. J'ai 4 associés à Montréal qui sont super. En fait, là, je vais en avoir un 5e sous peu. La relève chez nous, elle est vive, elle est belle, elle est bonne.
On a une directrice générale ici en France dont j'aurais pas assez de temps pour dire tout ce que je pense en bien d'elle, Fanny. Ça, pour moi, cette force vive-là, jumelée à notre expérience à Marie-Michel et moi, pour moi, c'est la beauté de ce qu'on fait présentement. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de grandir et d'ouvrir des bureaux à l'étranger, tout ça. Parce que moi, je suis capable de lâcher prise aussi. Je sais que les équipes sur place, si je voyage au Brésil ou en Asie, je sais que les équipes en France, au Canada, bien, ils livrent. Ils font le boulot, sont bons, sont passionnés, puis ils font aussi bien, sinon mieux que ce que je faisais à l'époque. Donc, j'ai une confiance totale. Mais on ne peut pas laisser complètement aller les choses. Les gens ont besoin de direction, on a besoin d'une vision, de se rassembler autour d'une vision, de se rassembler autour de valeurs. Nous, on a toujours eu 4 valeurs chez Camden. En gros, l'audace parce qu'on n'a pas le choix, l'humilité parce qu'il y a trop d'arrogance dans notre secteur, la solidarité parce qu'on s'entraide, on aide nos clients, on s'entraide dans les bureaux et même les bureaux s'entraident entre eux chez Camden. Donc, et la rigueur, parce que si on ne se lève pas le matin et on ne fait pas les choses et on n'est pas perfectionniste, bien, on ne peut pas y arriver. Puis cette année, j'ai ajouté une nouvelle valeur avec l'équipe. C'est la valeur de l'optimisme. Parce que je trouve qu'on a besoin de lumière. On a besoin de lumière, on a besoin d'oxygène. Puis je le sens ici en France. C'est constamment négatif, le discours. Puis le négatif engendre le négatif. Puis moi, je ne suis pas dans la psychopop, mais je crois quand même qu'on ne peut pas bâtir les assises d'un monde meilleur en étant constamment dans le conflit et dans le noir. Et nous, comme agence de communication, à travers les campagnes qu'on fait, à travers le produit créatif qu'on fait, si on est capable d'insuffler cette dose de lumière, mais je pense qu'on va déjà contribuer aussi. On va être capable de contribuer à un monde un peu meilleur, même si ce qu'on fait est de nature souvent très commerciale. Donc, pour moi, c'est important, ça, cette notion-là. Ces 5 valeurs que vous venez d'évoquer, c'est celles que vous avez, donc, j'imagine, définies avec vos collaborateurs dans le groupe, co-construites, je ne sais pas comment le dire, co-définies. Ouais. En ce qui vous concerne, si vous aviez une ou 2 valeurs qui vous tiennent vraiment à cœur, ce seraient lesquelles? La loyauté, parce que la loyauté, ça se vit souvent dans la résilience. Tout n'est pas toujours parfait. Les humains sont imparfaits. On doit s'accepter à travers nos défauts et s'aimer aussi à travers nos qualités. Mais ce n'est pas tout noir, tout blanc. Pour moi, la loyauté est très importante parce qu'elle est porteuse de pérennité, elle est porteuse de relations à long terme. Et moi, j'aime ça m'ancrer. Et j'aime ça, comme là, depuis 2017 qu'on vient en France, quand je reviens, puis je croise des connaissances, des amis ici, j'aime ces racines. Et je trouve qu'on vit dans un monde de l'éphémère, un monde de la relation Kleenex, un monde de la relation des rencontres Tinder et du ghosting. Et moi, c'est pas le monde que je veux, donc pour moi. Donc la loyauté est très importante. Évidemment, la transparence, l'honnêteté, mais l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté d'être capable de dire les choses, même quand c'est difficile, en se considérant. Tu sais, pour moi, être capable de dire les choses, quand on considère l'autre, on peut tout dire. Parce que l'autre ressent qu'on veut son bien. On n'est pas là pour le détruire, on n'est pas là pour le rabaisser. Donc moi, quand on me dit des choses avec bienveillance, je les prends. Et je dis toujours, moi, je suis un CEO qui est au service de ses équipes. Je suis là pour fluidifier notre boulot, pour aider à résoudre des problèmes, pour mener la vision. Et je suis pas, c'est pas les équipes qui sont là à bosser pour moi dans une genre de hiérarchie un peu vide d'humanité, vide de sens. Ça, c'est un élément culturel qu'on a vu en France un peu plus au début. Au Québec, c'est déjà beaucoup plus... la hiérarchie est moins importante. Ici, en France, elle était un peu plus. Je dirais que c'est de moins en moins dans les petites entreprises. Et en Asie, c'est terrible. En Asie, on se bat beaucoup contre ça. C'est des clients qui exigent des choses. Le rôle conseil, la concertation, le partenariat est difficile à établir. C'est culturel, ça évolue, mais on n'est pas, dans toutes les sociétés, on n'est pas rendu aux mêmes endroits. Ça vous demande, à vous et peut-être vos équipes, mais surtout à vous qui supervisez tout ça, j'imagine, une agilité permanente pour vous adapter malgré tout au continent sur lequel vous œuvrez? Oui, s'adapter au continent, s'adapter aux clients, aux enjeux des clients.
c'est aussi la beauté de nos métiers. Hein? On découvre des mondes à chaque semaine. On a un nouveau client potentiel qui nous appelle dans un secteur qu'on ne connaît pas. On se lance à tête perdue dans ce secteur, on essaie de se mettre à niveau, on lit de la recherche, on regarde des plateformes de marque, on regarde des messages publicitaires. C'est passionnant, moi, c'est ce que j'aime le plus. Mais je dirais ce qui demande le plus d'adaptation, c'est la technologie. C'est suivre le courant technologique et l'accélération du changement technologique. Ça, c'est réellement difficile. D'une semaine à l'autre, il y a de nouveaux outils qui sortent, qui sont toujours plus performants. Ce qui était edgy il y a 3 mois est déjà obsolète. On doit constamment, mais constamment s'adapter. Puis pour moi, c'est un peu difficile. J'essaie de suivre, mais je ne peux pas, moi, à la fois diriger des bureaux, voyager, tout ça, puis essayer les outils technologiques au jour le jour. Donc, j'essaie de me faire résumer, qu'on m'explique et suivre. Et suivre à travers tout ça. Mais c'est pas toujours évident. Mais les possibilités sont infinies maintenant. J'aurais adoré être un créatif en 2025. C'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors ça va à l'encontre de ce que j'allais vous dire, parce que j'allais vous dire peut-être que ça vous apprend aussi le lâcher-prise, ça, le fait de se dire de toute façon ça va tellement vite que on peut jamais, c'est pas on ne pourra jamais suivre et être updaté en permanence. Bon, on peut suivre en gros. On ne suit pas de nouveaux micros. On peut être au courant des possibilités. Moi, je me sens mal de rencontrer un client sans connaître les possibilités qui sont les outils qu'on a dans notre coffre. Pour moi, c'est important, ça. Donc, je vais toujours essayer de connaître les outils qu'on a dans notre coffre. Puis, on a même un chef innovation chez Camden. Pour nous, la créativité, la stratégie, l'innovation, c'est un triangle. L'époque là, de la grande idée publicitaire qu'on va mettre à la télé, je veux dire, oui, on a des concepts parfois disruptifs et tout, mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'être capable d'utiliser la technologie, d'utiliser l'innovation, de faire vivre des expériences de marque, d'amener les clients plus loin. Puis en bout de ligne, on ne se le cachera pas. Les gens qui travaillent en marque, en publicité, en brand, on crée de l'estime de soi. On veut que les gens se sentent bien de choisir les marques qu'on valorise. Et pour ça, il faut avoir une sensibilité au segment, aux cibles. Puis moi, je pense toujours à ce fameux David Ogilvy qui disait, le consommateur n'est pas un idiot. Le consommateur, c'est votre oncle, c'est votre femme, c'est vos enfants. Respectez l'intelligence des consommateurs. Traitez-les avec égard, ils vont le ressentir. C'est pas parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire dans leur journée de regarder votre pub qu'ils sont idiots. Et souvent, on confond la fragmentation de l'attention avec l'intelligence. Et ça, c'est le grand piège des créatifs de notre époque. Je trouve que souvent, je vois des trucs à la télé, un peu partout sur le web. Je me dis, on prend un peu les gens pour des cons. Donc, il faut revenir aux bases. Je comprends. Mis à part, alors là sur un plan beaucoup plus, je voudrais aller sur un registre plus personnel. J'allais vous dire, mis à part la peur de ne pas être à la pointe de ce qui peut se faire en techno, vous avez peur de quoi? Il y a des choses qui vous font peur dans la vie? Moi, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de ne pas réussir à aboutir à la vision qu'on a. Tu sais, parfois, tout est beau, mais on se rend à l'avant-dernière marche, puis il nous manque un petit peu d'essence pour... J'ai parfois peur de ne pas y arriver. Je sais qu'on peut y arriver collectivement. Puis quand cette peur-là me prend trop, je pense à mes collaborateurs, à mes associés. Je pense au collectif qu'on est. Puis je me dis que l'agence, c'est loin d'être juste moi. Il faut que je sorte de ces peurs-là. Puis qu'ensemble, on se regroupe. Puis ça fait de moi quelqu'un qui va communiquer de plus en plus sa vulnérabilité à ses équipes. Versus être le dirigeant omniscient, imperturbable. Ça n'existe pas, c'est un jeu. Puis moi, j'ai décidé que cette pièce de théâtre-là, j'avais pas envie de la jouer. Ça veut dire, quand vous dites ça, c'est très clair pour vous, parfois, vous leur dites, ça, je sais pas, là, j'y arrive pas, là, Oui, surtout mon groupe de direction, là, je ne dirais pas l'ensemble des équipes. Je vais souvent dire, je me sens dépassé là-dessus, je sens qu'on n'y arrive pas, moi, je comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de mal à dire qu'on ne comprend pas quelque chose, il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Pour moi, le seul mal, c'est la paresse.
c'est de ne pas faire ses devoirs, c'est d'arriver mal préparé à une réunion. Ça ne fonctionne pas, puis je me le permets pas et je déteste quand on arrive mal préparé. Mais pour le reste, il faut admettre ses faiblesses. Il faut admettre quand on est dépassé, quand on ne comprend pas les choses, puis il faut s'entraider. Je veux dire, c'est la base. On est des entreprises de service. On travaille des humains ensemble pour aider les clients. Donc, on doit avoir de la cohésion, puis cette cohésion-là, elle vient par le recrutement. Vous l'avez donc éprouvé, hein, vous avez donc visiblement partagé ça avec vos collaborateurs. Et les effets, c'est quoi? Vous ressentez de la solidarité, au contraire du soutien? Bien, au tout début, j'ai senti qu'on me sentait faible. On me sentait plus faible, on me sentait moins solide. J'ai senti que, je sais pas, je me sentais peut-être moins bien considéré. Puis là, tranquillement, ça commence à se placer. Et là, les gens comprennent que je peux être à 100% et admettre aussi ma vulnérabilité, puis il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, tout le monde peut le faire, hein? C'est pas que moi. Je préfère un associé qui me dit « Mathieu, j'en peux plus. La coupe est pleine, j'y arrive pas. » Je préfère ça à un associé qui quitte ou qui fait un drame ensuite. Là. À partir du moment où on nomme les choses, bien, les solutions viennent ensuite, après ça. Oui, la légitimité du boss, elle n'est pas, alors au-delà de l'actionnariat, mais elle n'est pas dans sa toute-puissance permanente ou dans le fait de masquer ses faiblesses ou sa vulnérabilité, comme vous le dites, mais plus dans l'intelligence de sa vision. Oui, exactement. Puis sa capacité à tenir la ligne. Et à fédérer. À fédérer, puis à rassembler les gens et à ne pas se laisser trimballer par les aléas de la vie. Parce qu'on a toujours une bonne raison de reporter un projet, de changer nos manières de faire, de reporter des trucs. Puis s'il y a un truc que j'ai appris en agence, c'est que, par exemple, le BizDev ou le développement d'outils internes, un nouveau site web pour l'avoir, tout ça, ça doit se faire en même temps qu'on fait des projets pour les clients. C'est difficile, c'est de la surcharge. Mais si on ne le fait pas, ça nous rattrape. Donc, on doit constamment garder cette éthique de travailler aussi bien pour nous, comme si on est notre propre client, qu'on le fait pour nos clients. Et c'est ça qui nous amène un rythme. Puis moi, s'il y a une règle en affaires qui régit ma manière de diriger, c'est le mouvement. Le jour où on n'est pas en mouvement, on meurt. Et moi, je suis le gardien de ce mouvement-là. Vous avez des regrets, à titre personnel et ou professionnel, en tout cas dans la vie? Oui. Alors je suis contente que vous me disiez oui, parce que j'entends souvent non. Non, j'ai beaucoup de regrets. J'ai été trop carré parfois. J'ai laissé le sentiment d'impuissance ou un sentiment d'injustice engendrer des réactions qui étaient disproportionnées sur le plan émotionnel. Surtout quand j'étais plus jeune. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté encore il y a quelques années. Et je sais que dans toute situation interpersonnelle, c'est jamais tout blanc, tout noir. Je sais que j'avais pas tous les torts, comme j'avais pas raison sur tout. Mais néanmoins, il y a certaines interventions que je ferais différemment aujourd'hui. Mais quand vous dites ça vous a coûté, c'est sans rentrer dans le détail, mais c'est parce que ça a impacté quelqu'un? Oui, ça a impacté. Okay, il y a des gens qui, à ce moment-là, n'ont pas été capables de prendre cette charge-là. Ça les a dévalorisés, ça les a démotivés. Ça leur a donné envie de partir. Et ça, moi, après coup, peut-être qu'ils seraient partis quand même. Tu sais, on ne sait pas. On ne peut pas refaire le passé, mais j'aimerais ne pas avoir ce sentiment de culpabilité-là, de me dire, si j'avais été un peu plus empathique, un peu plus bienveillant à ce moment-là, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Tu sais, c'est ça. Mais à part ça, non, j'ai pas beaucoup de regrets. Tu sais, il y a des choix d'affaires qui sont pas payants. Il y a des trucs qu'on fait parfois qui rapportent pas autant qu'espéré, mais encore là, on peut pas prédire l'avenir. Puis s'il n'y avait pas de risque, on serait tous milliardaires, là, je veux dire. Donc, non, ça, j'ai pas d'immenses regrets. Moi, c'est vraiment sur le plan humain mes regrets. Ça serait quoi le succès, j'allais dire presque plus, le vrai triomphe de Mathieu dans la vie? Oui, le vrai triomphe. Moi, ce serait que Camden me survive. Il nous survive à Marie-Michel et moi. Et qu'il soit porté avec
avec les mêmes valeurs, qui évoluent dans le temps, que Camden puisse évoluer, mais que sur le fond, sur les valeurs, sur l'énergie, que ça nous survive et que ça fasse son chemin dans ce monde. Tu sais, on a un passage sur Terre qui est furtif, le temps passe vite, on le sait, c'est pratiquement exponentiel en vieillissant. On dirait plus qu'on vieillit, plus les années passent vite, on ne les voit pas aller. Les saisons, c'est fou. Pourtant, on ne le croit pas quand on est petit qu'on nous dit ça. On ne le croit pas, on le dit. Mais oui, que l'organisation nous survive. Moi, je veux faire mettre dans notre charte l'impossibilité de vendre un grand groupe, par exemple. Je veux qu'on garde cette dynamique indépendante, rebelle, garder le contrôle de notre destinée. Donc, moi, ce serait mon plus grand accomplissement, ce serait de céder mes parts à mon panel, à notre panel de relève, là, puis de voir l'agence prospérer avec ces jeunes-là qui ne seront plus si jeunes rendus là, et que le cycle puisse se poursuivre à travers les générations. Pour moi, ce serait la plus grande et la plus belle chose qui puisse m'arriver. Donc l'épitaphe de Mathieu, ce serait qu'il a su transmettre. Il n'y a pas quelque chose au-delà de ça? Qu'est-ce que ça dit de vous, ça? Bien, ça dit peut-être l'insécurité par rapport à la mort, puis de se dire cette peur de mourir et de ne pas laisser une trace, je sais pas. Peut-être que ça dit ça de moi. Peut-être que je suis juste un grand insécure. Je pense aussi que ce qu'il y a de beau dans ce monde a aussi été construit, puis a été... puis pour moi, la vie sur Terre, c'est une course à relais. Puis, ben, j'essaie d'aller le plus loin possible pour donner le témoin aux prochaines générations pour qu'ils puissent continuer. C'est des sujets complexes. J'y pense en marchant. J'ai pas toutes les réponses. Merci Mathieu, merci beaucoup pour cet échange. J'ai pas toutes les réponses, c'est pas mal. Je vous remercie en tout cas beaucoup et puis je vous souhaite bonne route et bonne route sur tous les continents visiblement et avec tous les projets que vous avez sur encore d'autres continents encore inexplorés. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup Nathalie, ça a été un grand plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au fil des rencontres, elles et ils avancent parfois, souvent, à pas de géant. Et nous découvrons qu'il n'y a pas de géant. Il y a des femmes, des hommes et des parcours de vie. Vous appréciez l'échange ? Retrouvez-nous tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois dès 9h sur les réseaux. Et surtout, n'oubliez pas de faire vos commentaires et partages. Les dirigeantes et dirigeants d'entreprise ont encore des choses à nous dire d'eux et de leur histoire. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pas de géant. Il n'y a pas de géant, il n'y a que des gens.